Vous êtes sur Télésud, merci de nous rejoindre pour un nouveau tour de l'actualité. Mercredi 20 juin, à la une, quel est l'état de santé d'Hosni Moubarak? L'agence officielle égyptienne MENA a d'abord annoncé que l'ancien président était cliniquement mort. Information aussitôt démentie, l'ancien Raïs se trouverait en tout cas dans le coma et sous assistance respiratoire. En marge du sommet Rio+20, le président gabonais Ali Bongo a rendu visite à une entreprise brésilienne de bâtiments. Objectif, signer de nouveaux contrats pour favoriser l'émergence du Gabon en matière d'infrastructure. Et puis le leadership africain en question et en réflexion, thème de la rencontre annuelle des HEC Executive Club africains qui s'est clôturée ce soir à Paris. Retour dans ce journal sur les 3 jours de réunion de ces dirigeants économiques africains et français. Les jours se suivent et se ressemblent au Nigeria. Au moins 80 personnes ont été tuées depuis lundi dans des affrontements dans 2 villes du nord du Nigeria, visées par une guérilla islamiste anti-gouvernementale, selon des chiffres publiés ce mercredi par la police et la Croix-Rouge. Le bilan devrait s'alourdir alors que les recherches pour retrouver les morts et blessés se poursuivent. La principale organisation chrétienne du Nigeria a accusé les islamistes de Boko Haram d'avoir déclaré la guerre aux chrétiens dans le nord du pays. Hosni Moubarak a été transféré ce mardi soir de la prison de Tora dans le sud du Caire vers l'hôpital militaire de Mahdi. Après avoir été condamné à la prison à vie début juin pour la mort de 850 manifestants, il aurait subi une attaque cérébrale et serait aujourd'hui entre la vie et la mort dans la quasi-indifférence du peuple égyptien. Fatouma Garba. Le pronostic vital est engagé pour l'ancien Raïs égyptien. Hosni Moubarak aurait subi un accident vasculaire cérébral dans la nuit d'hier. Il a ensuite été transporté de la prison vers un hôpital militaire de Mahdi au sud du Caire. Selon des sources médicales et militaires, l'ex-président a été mis sous assistance respiratoire et serait dans le coma en ce moment. Quelques partisans inquiets se sont postés devant l'hôpital où il reçoit des soins malgré le désintérêt général de la population. J'ai presque 30 ans et il a été au pouvoir durant une grande partie de ma vie. Condamné à perpétuité pour la mort de 850 manifestants durant la période de contestation populaire en 2011, son état de santé s'est sérieusement dégradé depuis son incarcération. Il serait en proie à une dépression aiguë, des difficultés respiratoires et à de l'hypertension. Dieu et son âme, je suis très triste pour lui, très triste. Nous vivions en sécurité. Cet événement intervient 3 jours après le 2e tour de la présidentielle, dans un contexte de tension politique où des milliers de manifestants contestent le coup d'État constitutionnel de l'armée. Les Égyptiens attendent les résultats officiels pour connaître leur président élu, alors que chaque camp décrète la victoire de son candidat. Après 30 ans d'un règne sans partage, l'Égypte tourne désormais la page de l'ère Moubarak face à une transition mouvementée. Le sommet Rio+20 sur le développement durable s'est ouvert au Brésil en présence des leaders du monde entier. L'intervention du chef de l'État gabonais, pionnier sur ces questions fondamentales qui interpellent la planète, est très attendue. En parallèle, Ali Bongo Ondimba s'est rendu à l'entreprise brésilienne OAS, spécialiste du BTP, pour préparer l'émergence du Gabon en matière d'infrastructure. Barthel Boissa, Lazoa Brunner. Pour Augusto César Ferreira et Euseda, la présence du chef de l'État gabonais dans les locaux de son entreprise est l'occasion pour les responsables de cette unité de production, Oliveira Afonso Soares, de présenter au chef de l'État Ali Bongo Ondimba la volonté du groupe brésilien, celle d'investir dans notre pays. OAS Construction est une entreprise du BTP, bâtiments et travaux publics, dont les réalisations riment parfaitement avec émergence. Dans son champ d'action, l'entreprise met l'accent sur la construction des ponts, barrages, routes, ports, tunnels. L'entreprise fait également ses preuves dans la construction des stades et des viaducs. OAS Construction s'est déjà illustré dans la construction et la mise en service des métros. Les responsables de cette entreprise n'ont pas manqué de traduire au président de la République leur disponibilité à prendre part au vaste chantier de l'émergence du Gabon, prôné et défendu par Ali Bongo Ondimba. OAS se charge de l'aménagement des quartiers sous-intégrés à Libreville. Les infrastructures, rappelons-le, sont la partie visible d'une cité émergente.
Dans l'actualité également, l'ancien ministre sénégalais de l'Intérieur, Ousmane Ngom, a été interpellé à 10 jours des élections législatives au Sénégal. Il doit être entendu sur la gestion controversée de l'ancien pouvoir du président Abdoulaye Wade, battu en mars dernier par Macky Sall après 12 ans de règne. Ousmane Ngom a été interpellé à Kolda, dans le sud du pays, et transféré par avion à Dakar alors qu'il était en campagne pour les législatives du 1er juillet prochain. Toujours au Sénégal en matière de santé cette fois, dans le cadre de la journée mondiale de la drépanocytose, les autorités concernées se sont réunies pour faire le point sur la maladie. L'occasion de visiter l'hôpital Albert Royer, le centre de transfusion sanguine de Dakar. Correspondance sur place, Gagné Série. Un Sénégalais sur 10 souffre de la drépanocytose, cette maladie génétique qui affecte les globules rouges. C'est l'annonce faite mardi par les autorités sanitaires sénégalaises à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose. Les malades dénoncent le manque d'équipement et la cherté de la prise en charge. Vous avez vu des machines qui ne marchent pas, qui ne permettent pas des fois de faire certaines analyses, mais aussi dans l'accès. Ça coûte très cher, une consultation qui tourne autour de 4 000 francs, voire 5 000 francs pour un drépanocytaire. Et il y a aussi ce problème récurrent, ce problème dont on a toujours parlé, c'est l'urgence de mettre en place une unité spécialisée de prise en charge des drépanocytaires. Face à une telle situation, les autorités promettent de renforcer la décentralisation de la couverture et la dotation en équipement nécessaire pour la prise en charge de la maladie. Nous sommes dans une perspective de renforcement de toutes les initiatives, toutes les mesures. Et c'est dans ce cadre que la décentralisation va être développée davantage pour couvrir toutes les régions, n'est-ce pas, en équipement et en personnes ressources, et en mettant également l'accent sur la formation. Selon les statistiques, ils sont presque 1500 nouveau-nés chaque année à porter la maladie de la drépanocytose. Et ce chiffre à présent, 27 millions, c'est le nombre de personnes réduites à l'esclavage à travers le monde. C'est la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qui l'a annoncé. Les États-Unis ont dévoilé ce mardi un rapport annuel sur le trafic d'êtres humains. Des progrès auraient été toutefois accomplis grâce aux poursuites engagées contre les trafiquants d'humains. Parmi les pays en queue de peloton de la liste, l'Algérie, la République démocratique du Congo, la Libye, la Corée du Nord ou encore l'Arabie saoudite. La Syrie vient, elle, d'entrer dans la liste. Et on poursuit avec cet autre constat. En moins de 10 ans, la sécheresse s'est abattue à 3 reprises en Afrique de l'Ouest. Plus de 10 millions de personnes en ont été affectées en 2010, essentiellement au Tchad et au Niger. Et selon l'ONU, 19 millions d'individus seraient menacés par la famine. Au Burkina Faso, par exemple, des familles entières commencent à subir de plein fouet les effets de cette situation. Linda Robert. Une saison de famine et un Sahel plongé dans la spirale des mauvaises récoltes. Des nouvelles désastreuses pour les fermiers du Burkina Faso qui craignent pour leur survie. Près de la moitié du cheptel de Mamadou est mort de faim. Les stocks de céréales ont fondu. La pénurie menace depuis février. Mamadou et sa famille ont dû se nourrir de grains qu'ils étaient supposés semer puis récolter en septembre. Cela n'a pourtant pas suffi à sauver sa belle-sœur et son bébé qui ont succombé. Notre troupeau se meurt. Nos chèvres et nos vaches rendent l'âme. Même nous sommes en train de mourir. J'ai pensé à travailler en ville ou à l'étranger. Mais si je fais cela, personne ne sera là pour prendre soin de ma famille. Ce qui pose problème, ce n'est pas simplement le manque de nourriture, mais aussi le manque de moyens pour beaucoup. Un petit convoi de la Croix-Rouge jette un filet d'espoir dans un océan de désert où des milliers de personnes souffrant de famine attendent. Nous sommes ici pour détecter la présence d'enfants souffrant de malnutrition. Quand c'est fait, nous en référons de suite à l'équipe médicale qui est là pour les aider. Nous avons comptabilisé une recrudescence de plus de 20% de cas à cause des mauvaises récoltes et du manque de pluie. La famille de Mamadou n'a reçu aucune aide jusqu'à ce jour. Selon lui, les politiciens ne viennent que pour courtiser le vote de la population. Pour lui comme pour des millions, les 3 prochains mois s'avèrent rudes. Une bataille désespérée pour survivre.
Et puis c'est aujourd'hui à Paris que s'est achevée la rencontre annuelle des HEC Executive Club Afrique, une association qui réunit depuis 2005 la crème de la gouvernance économique du continent et la clé de la croissance en Afrique pour ces anciens d'HEC, un dialogue des cultures entrepreneuriales. Linda Robert. Croissance et dialogue entrepreneurial, deux défis qui vont de pair pour un continent dont les leaders économiques ambitionnent le point de croissance en plus. Au menu de la conférence de presse des présidents des clubs africains de HEC, discussions autour des stratégies d'implantation de leurs activités face à une administration publique pas toujours conciliante. On se rend compte que les politiques, ça je crois que vous voyez aussi en France, ne fonctionnent pas comme normalement devraient fonctionner des gens qui veulent que le pays se développe. Ils ont un objectif, se faire réélire, rester au pouvoir. Plusieurs témoignages ont fait état de certaines carences au sein des politiques menées localement, ce qui entrave l'élaboration d'une fiscalité propice à l'investissement. L'objectif à atteindre pour les membres de ces clubs s'oriente vers la transformation des mentalités qu'ils estiment lentes. Mais l'espoir demeure au centre de leur dynamique. Nous avons un sol qui est riche, un sous-sol qui l'est également, des hommes qui sont en mesure de porter un espoir pour l'Afrique. Et nous disons qu'il est temps que sur le plan de la création des richesses, véritablement, que nous commencions à démontrer ce que nous sommes capables de faire parce que nous pouvons le faire. Nous avons aujourd'hui les pouvoirs publics qui demandent que le secteur privé soit impliqué totalement dans la machine de production. C'est-à-dire la mentalité là aussi change. Ce n'est plus le pouvoir politique qui décide, mais ce sont les entreprises qui orientent. Prochain grand rendez-vous de l'élite économique du continent, en novembre prochain, lors du Forum des dirigeants des grandes entreprises africaines, mais cette fois-ci à Genève. Et étant à présent de se quitter, mais avant, je vous rappelle une des informations principales développées dans ce journal. Celui qui a dirigé l'Égypte sans partage pendant 3 décennies, Hosni Moubarak, est aujourd'hui entre la vie et la mort. Alors que l'Égypte traverse une nouvelle période de turbulence, la population attend l'annonce officielle du résultat de la présidentielle opposant un islamiste, un ex-général. À la fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est Patricia Drelin que vous retrouverez pour un nouveau tour de l'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi sur notre chaîne.